il est de retour. Tel le sauveur, il revient avec une permission momentanée. Pour nous sauver, il revient. Mais pourra-t-il rester jusqu'au bout? Ou bien sera-t-il amené à nous quitter? Salut les CN et bienvenue sur un nouveau DB Review sur la chaîne. Alors, je sais c'est exceptionnel mais nous sommes en face cam pour débuter cette vidéo. Évidemment la vidéo restera comme d'habitude, c'est juste que manque de temps cette semaine et donc j'ai vraiment pas pu écrire de A à Z le DB Review. Donc j'ai noté les points majeurs et on va y revenir dessus et je vais le faire à moitié en improvisation. Donc on commence tout de suite avec le début de l'épisode où on a le mensonge de Goku qui est découvert par ses amis Bulma et Vegeta, puisque celui-ci essaye de leur cacher le fait qu'il a promis à Frieza de le ressusciter si jamais il venait participer au tournoi du pouvoir avec eux. Devant la crainte de ses amis, Whis se relativise et explique quand même que vaut mieux que ce soit Frieza qui soit ressuscité plutôt que l'univers tout entier qui soit détruit. Et là effectivement on peut pas lui donner tort. Et puis de toute manière Goku dit que si Frieza commence à causer des problèmes, il suffira de le battre, comme à l'accoutumée. On reconnaît bien là le caractère du Saiyan. On apprend aussi que Kitela a envoyé des espions dans tous les univers, et oui, lorsqu'il se réunit avec Sidra à travers une boule qui ressemble un peu à une boule de cristal, mais ça n'a pas l'air d'être exactement ça. Kitela avait dit dans le précédent épisode qu'il mettrait un plan en place, et justement ce plan débute avec l'incitation de Sidra, ou plutôt comment Kitela retourne le cerveau de Sidra en lui disant d'aller tuer Frieza, voilà. Il lui dit que l'univers 7 viserait d'abord l'univers 9 apparemment, qu'il se serait réuni et qu'il le sait grâce à ses espions qu'il a envoyés dans tous les univers, évidemment c'est du pipeau. Enfin, les espions dans tous les univers c'est possible, mais le fait que l'univers 7 va viser d'abord l'univers 9, ça, c'est du pipeau total. Hein. C'est histoire d'engrainer Sidra afin qu'il s'attaque justement à Frieza. Parlant de pipeau, il y a Vegeta qui commence à mitonner un peu à Trunks, qui s'étonne de voir Frieza figurer sur la liste des personnes sur le tableau. Alors Bulma lui explique justement que c'est la liste des invités pour la grande fête organisée pour la naissance de Bra, et Vegeta vient ajouter que Frieza en fait il va participer aussi parce que c'est devenu quelqu'un de bien. Finalement il a changé, il s'est repenti et c'est devenu quelqu'un d'agréable. Vegeta est très mal à l'aise avec ce mensonge, évidemment. Le dernier qu'il a envie de défendre dans tout l'univers c'est bien Frieza, et bah là justement c'est la personne qui doit absolument défendre auprès de son fils pour pas que celui-ci se doute de quelque chose, car effectivement personne, ni Bulma ni Goku n'ont mis au courant Goten et Trunks qu'il y avait le tournoi du pouvoir, et ouais, sinon ça pourrait poser quelques problèmes. Et on peut se poser la question justement pourquoi avoir inséré ce passage avec Trunks qui se rend compte de la présence de Frieza sur le tableau, et également de la présence des autres personnes, parce que Trunks n'avait pas besoin de voir ce tableau si finalement le mensonge doit rester non découvert par Goten et Trunks, et qui vont rester sur leur île calmement. Il n'y avait pas besoin de ce passage, et on peut dire que c'est un passage rajouté pour le gag avec Vegeta qui se doit de défendre Frieza alors que vraiment c'est la dernière personne qu'il a envie de défendre. Mais j'ai envie de dire qu'il va peut-être y avoir quelque chose, il va peut-être y avoir Goten et Trunks qui vont découvrir le poteau rose, il va peut-être y avoir un problème avec Frieza également, et puis il va peut-être y avoir une recherche d'un 10e participant, ça on ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas parce qu'il y avait eu des synopsis qui avaient leaké, mais pour l'instant ils sont pas confirmés du tout, donc on les met de côté, on n'y pense même pas, mais voilà, en analysant cette scène on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que Trunks a besoin d'avoir des doutes justement sur la véracité de cette fête pour la naissance de sa petite sœur? Ouais. Peut-être qu'il va découvrir effectivement que le tournoi du pouvoir va être organisé et qu'il va y avoir quelque chose dans les prochains épisodes avec ça. Et juste après on a Goku qui incite Trunks, il vient lui dire ouais, est-ce que tu viendrais pas sur une île, l'île de numéro 17, défendre des monstres et tout contre des braconniers avec Goten, etc. Et évidemment Trunks est totalement chaud, et Bulma et Vegeta découvrent donc que Goku a aussi promis à numéro 17 quelque chose en échange de sa participation au tournoi du pouvoir. On a donc Goku qui demande à Krillin d'emmener Goten et Trunks, car lui doit se rendre chez Baba la Voyante pour aller chercher Frieza. Krillin hésite car il est quand même mal à l'aise avec numéro 17, disons que c'est pas son meilleur pote quoi, mais finalement il accepte car il se dit qu'il a peut-être changé comme sa femme après tout. Et Bulma doit préparer un cadeau pour Baba la Voyante à la demande de Goku, car on sait que Baba la Voyante aime l'argent. Voilà, c'est soit les combats, soit l'argent, et voilà, tu peux pas avoir une voyance ou un service de sa part sans quelque chose en échange. Bon là, elle prépare un melon, c'est pas le truc de l'année, mais bon.
Et de son côté, Kame Sennin, le frère de Baba la Voyante, s'entraîne au Bankoku Bikurisho chez Karin. Donc chez Karin, à la tour Karin. Et Kame Sennin ne se retient pas, ou plutôt oublie un peu de se retenir, contre Yajirobe qui subit donc cette attaque. Et Kame Sennin note que ces attaques, le Mafuba et le Bankoku Bikurisho, pourraient être des atouts de taille lors du tournoi du pouvoir, car effectivement c'est un tournoi où on devra éjecter l'adversaire hors de l'arène de combat, et là neutraliser les adversaires, pouvoir les paralyser, c'est quelque chose de très important, ça les empêche d'attaquer, et ça permettra aussi avec le Bankoku Bikurisho d'attraper un adversaire, et pourquoi pas de le paralyser jusqu'à le pousser hors de la surface de combat, et ça c'est plutôt intelligent. Même le Mafuba pourrait être exécuté d'une manière à pouvoir jeter le concurrent adverse hors de la surface. On l'avait vu lors de l'entraînement de Goku contre la tortue de mer justement de Kame Sennin, où la tortue subissait le Mafuba et pouvait être contrôlée justement pour être mis à un endroit bien précis, et c'est justement l'intérêt du Mafuba. Bankoku Bikurisho, ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu cette technique, bien qu'il l'avait exécuté contre Tenshin Han dans les épisodes filler, l'épisode 89 notamment, qui justement l'épisode 89, parlons-en de cet épisode, on en avait parlé dans un DB review, et apparemment il y a des problèmes au Japon, puisqu'il y a des parents qui se seraient plaints justement de l'attitude perverse et obscène de Kame Sennin dans cet épisode, et elle nous avait déjà choqué à l'époque, on en avait parlé dans les prédictions de Baba, c'était pas le vrai Kame Sennin qu'on connaît, c'était plus un prédateur sexuel dans cet épisode. C'était un peu foiré, et voilà. Après on s'étonne qu'il y ait le CSA japonais entre guillemets qui soit obligé de réagir par rapport à ça, mais bon, et à un moment donné, soit on fait les choses bien, soit on les fait pas, j'ai envie de dire. Et là dans cet épisode, en tout cas 94, les choses sont plutôt bien faites, puisque Kame Sennin, avant de partir, dit qu'il avait envie de revenir s'entraîner à la tour Karin, car il voulait se souvenir de ses années d'entraînement. Alors bizarrement, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il va mourir Kame Sennin. C'est des paroles un peu qu'on dit, qu'on insère dans la bouche d'un personnage, et on s'entend bien, quand le personnage justement vit ses dernières heures, bien qu'il va se passer quelque chose avec lui. Donc ça m'a beaucoup étonné de voir ça, et la continuité des scènes qu'on voit avec Kame Sennin qui arrive à Capsule Corporation avec Kogamela, toutes les références au passé, mais aussi le fait qu'on voit à travers ses lunettes, on voit ses yeux, lorsqu'il parle à Goran ou à Karin, c'est une drôle de mise en scène je trouve. Mais on a quand même un petit gag avec lui qui se souvient qu'il peut pas voler, hein, donc pour quitter la tour Karin, c'est un peu compliqué, donc il fait appel à Kogamela, la tortue qu'il avait appelée justement pour se rendre au mont Frypan au début de la série Dragon Ball. Dans l'univers 9, au monde des Kaioshin, Law, le Kaioshin, observe Frieza sur GodTube, le retour de GodTube, et notons que Law regarde GodTube depuis sa boule de cristal, donc comme Gowas dans le manga, alors que Gowas dans la série télé observait GodTube en regardant un écran de télévision. Donc c'est assez intéressant. Law se rend compte de la menace qui pèse sur son univers, enfin en tout cas d'après Kitela, et décide d'envoyer des assassins après avoir reçu l'avis de Sidra, et de son côté Baba reçoit son melon et Goku va accueillir Frieza. Sur l'île de numéro 17, on a une grosse ambiance entre Krillin et numéro 17, hein, puisque on voit vraiment la gêne entre les deux personnages. Et on a une scène assez sympa avec numéro 17 qui se souvient de Maron, ou de Marron comme on dit en français, puisqu'il l'a déjà rencontré apparemment. Et il peine quand même à se souvenir de la prononciation exacte du prénom de sa nièce, puisqu'il l'appelle Maron mais avec un seul R, donc Maron en japonais, au lieu de Maron, alors qu'il y a vraiment une prolongation sur le A qui change tout, et on voit numéro 18 justement qui s'énerve contre numéro 17 et qui le menace, et c'est assez drôle. Maron, donc sans la prolongation, c'est le nom de l'ex-petit ami de Krillin, donc c'est assez symbolique de voir ça, c'est-à-dire que peut-être que numéro 18 en a eu vent, c'est pas dit du tout, c'est pas souligné, puis elle n'existe même pas un Maron dans le manga de toute manière, il n'y a que la fille de Krillin qui existe, mais l'ex-petit ami n'existait pas, et peut-être qu'elle a eu vent de ça, numéro 18, puisque elle s'énerve après son frère en mode ouais c'est pas Maron, c'est Maron, si tu te trompes encore une fois je te tue, qu'elle lui dit. Voilà, c'était assez savoureux, et on a un gag également sur l'âge de numéro 17, puisque le frère de numéro 18 demande à sa nièce quel âge a-t-elle, et celle-ci lui répond toi d'abord t'as quel âge. Alors déjà moi j'y vois deux vannes, parce que Malone elle grandit pas, depuis l'arc Majin Buu en fait elle a pas grandi, alors qu'elle est censée avoir pris 6 ans quand même, entre la période Majin Buu et l'âge 780 où on est là maintenant, et numéro 17 et numéro 18 on sait qu'ils ont été enlevés par le Dr Gero alors qu'ils étaient des adolescents. On sait que c'est des humains artificiels maintenant et que leurs cellules vieillissent très lentement, c'est ce que déclarait Toriyama dans les Full Color sortis au Japon. Et là, numéro 17 dit qu'il a 17 ans. Il dit qu'il a 17 ans, alors on sait pas si c'est une vanne, ça pourrait tout à fait être une vanne, puisqu'il s'appelle numéro 17, il dit numéro 17, donc j'ai 17 ans.
Mais d'un côté, on se dit, ça se trouve, il dit ça aussi par rapport à son apparence physique. Peut-être qu'il avait 17 ans au moment où le docteur Gero a fait ses modifications et l'a transformé, lui et sa sœur, en cyborg, donc en humain artificiel. Ça, on sait pas. Et enfin, ça se termine avec les braconniers qui se réjouissent de voir que ce sont les enfants qui vont garder l'île et que le fichu garde forestier est parti. Seulement, il y en a un qui note quand même que les enfants savent voler, donc je sais pas s'il faut être vraiment rassuré. Et puis Marron reste sur l'île. Voilà, Krillin est plutôt étonné, mais numéro 18 dit, écoute, Malone, elle est plus résistante que tu ne le penses. Tafu, elle l'utilise, donc Tafu c'est résistante. Alors, jusqu'à quel point est-elle résistante? Parce que c'est quand même la fille de 2 humains au final. Même si numéro 18 est une humain artificielle, je pense pas qu'elle puisse transmettre ses gènes de cyborg, vous voyez ce que je veux dire. Alors que Krillin, c'est un humain, c'est un terrien pur. Donc à moins de s'entraîner, je vois pas comment Marron pourrait avoir une force de combat exceptionnelle dès son enfance. Donc c'est étonnant ces paroles de numéro 18. On attend de voir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Du côté de Capsule Corporation, alors que tout le monde arrive à bord d'un avion, on a Vegeta qui ne veut pas faire équipe et qui veut casser la gueule à tous les concurrents tout seul, comme d'habitude, du grand Vegeta. Et numéro 17 arrive, et c'est les retrouvailles avec Piccolo, et on a une mise en scène vraiment savoureuse, où on se dit ils vont se fighter. Il y a Piccolo qui enlève son chapeau, numéro 17 qui retrousse sa manche, comme à l'époque, comme lorsqu'ils allaient justement s'affronter. Mais qu'est-ce que fait Piccolo? Il serre la main à numéro 17. Tout cela n'était qu'une mise en scène, le chapeau il n'avait pas besoin de le retirer, et voilà, numéro 17 qui retrousse sa manche pour finalement enlever son gant. Bon, évidemment, c'était pour le clin d'œil, c'était plutôt cool en fait de les voir, ces deux adversaires d'un temps, se retrouver et faire la paix justement pour le tournoi du pouvoir. Et on a Kame Sennin qui revient avec Kogamela, on a la scène dont je parlais tout à l'heure où il parle à Gohan, et on a une belle scène d'entraînement ensuite avec Goku au palais de Baba la Voyante. Et Frieza arrive, le tout animé par Karasawa. La scène d'entraînement, le retour de Frieza, les mains qui glissent, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler, et également la scène de fin avec Frieza, car les assassins sont déjà là à attendre Goku, qui ne les a pas remarqués. Alors il ne les a pas remarqués, pourquoi? On peut se dire que c'est des assassins de l'univers 9, et si vous vous souvenez, durant les matchs d'exhibition, on ne pouvait sentir les ki de Basile, Lavenda et Bergamo, les concurrents de l'univers 9. Alors peut-être que c'est une spécificité de certains guerriers de l'univers 9 qu'on ne peut pas sentir leur ki, car c'est étonnant quand même, parce que les assassins là ça fait bien la moitié de l'épisode qui sont au-dessus du palais de Baba la Voyante depuis que Goku est arrivé porter son melon à Baba, et on est en fin d'épisode, il les a toujours pas remarqués. C'est le fantôme chargé de l'accueil qui vient dire à Goku, c'est pas pour dire mais il y a des gars qui vous demandent là dehors, donc si vous pouvez venir voir. Et Goku sort alors avec Frieza. Non sans s'être échangé quelques coups avec les mains qui glissent, etc. Une scène plutôt marrante. Bon, ils en font un peu trop avec Goku et Frieza qui rigolent en même temps, mais c'était quand même assez fun. Et puis on constate rapidement que ces assassins sont venus en nombre. Ils sont vraiment très nombreux. Et le chien justement qui lead ces assassins se fait péter direct par Frieza avec un Kikora avec les doigts. Il tombe dans l'eau. Et on comprend tout de suite que Frieza a décidé de se déchaîner. Goku le comprend aussi, et la manière dont il regarde, c'est un peu Goku qui se dit « Je pourrais pas te retenir, mais j'ai vraiment pas le temps, mais je vois bien que t'as pas décidé d'être raisonnable. » Et retour vite fait à Capsule Corporation, où on a Whis qui explique ce qui pourrait arriver si la team de l'univers 7 se présentait à 9 et que son équipe n'était pas complète, car oui, effectivement, en ce moment, Goku et Frieza tardent à revenir à Capsule Corporation, ou plutôt, Goku tarde à revenir avec Frieza, on va dire. Krillin s'en inquiète, et Whis précise justement que s'ils n'étaient pas 10, ils ne pourraient pas participer et seraient éliminés et détruits sur le champ. Alors au-delà du fait d'expliquer un peu les règles et de mettre la pression pour le spectateur qui maintenant doit se dire « Frieza, mais qu'est-ce que tu fais accepte de venir à Goku, sinon l'univers 7 va être détruit ». Au-delà de ça, j'y vois quand même une piste pour le futur où il pourrait y avoir un problème avec Frieza dans le prochain épisode. Et certainement que l'univers 7 serait en PLS et ne serait pas sûr d'avoir son 10e membre. Et on a ça justement en début d'épisode où on nous dit, le prologue, la narration dans le prologue nous dit, est-ce que Goku va savoir recruter Frieza? Est-ce que celui-ci va accepter de venir sans sourciller? Et là, voilà, Frieza, il n'a pas décidé d'être raisonnable. Et il ne le sera pas, et on le sait de toute manière, on le savait, Frieza ne peut pas être raisonnable. Et on a cette réplique de Krillin qui dit Hayaku kite kureyo Goku, qui est une référence évidemment à la réplique qui dit durant l'arc Saiyan où tous les terriens se font massacrer par Vegeta et Nappa
et on a Kulilin qui appelle à l'aide son ami, qui est en cours de route. Et là c'est un peu ça, mais Frieza n'a pas l'air décidé à venir tout de suite, il a envie de se déchaîner, il a envie de se défouler et de se dégourdir un peu les jambes après avoir été enfermé en enfer et se transforme en Golden Frieza. Le tout avec une animation de Yuichi Karasawa. Il avait signé aussi les séquences avec Kulilin, avec Goku à Capsule Corporation, etc. Mais là, c'est du high level, il n'y a rien à dire. Le tout avec la musique magnifique de Norihito Sumitomo. On va passer tout de suite aux notes, car je ne vais pas m'étendre là-dessus très longtemps. Vous allez voir, ça va être très rapide. Scénario, franchement, on apprend beaucoup de choses. Il y a les retrouvailles entre les anciens rivaux. On apprend quelques informations, même à travers la vanne sur un numéro 17, Marron. On a aussi Kame Sennin qui a droit à de beaux passages. Le plan de Kitela se met en place et rien que pour la scène finale et les multiples séquences qu'on a dans cet épisode, je mets facilement 16 au scénario de Yoshitaka Toshio qui est vraiment rondement mené. Animation, c'était assez clean, franchement, à part quelques dessins, mais Paul Año-Nuevo et Eugene Hayson, c'est pas des gros habitués de la série, hein. On les voit de temps en temps. C'est vraiment assez propre, surtout grâce à Karasawa qui fait son grand retour depuis les épisodes où Goku affrontait Hit. Donc, franchement, je mets 17 niveau animation sans sourciller. Merci Karasawa pour la scène finale de la transformation de Frieza. Réalisation, c'était très propre. J'ai beaucoup aimé le storyboard et la réal de Masato Mikami. Et vraiment les raccords, que ce soit les raccords plastiques ou les raccords mouvements durant cet épisode étaient vraiment bien choisis. C'était vraiment de toute beauté. Les décors de nuit de Bunsun Lee sont somptueux. Avec cette réal, franchement 17. 17 facile à réal, c'était vraiment clean, donc rien à dire. La bande son, pas grand chose à noter, hein. Les grands points c'était Ryusei Nakao de retour sur Frieza, évidemment, comme depuis le début. Et puis Goku qui était aussi pas mal sur cet épisode. Et puis les habituels seiyuu qu'on retrouve avec Shigeru Nakahara sur numéro 17, Mayumi Tanaka sur Kulilin également, Masako Nozawa bien sûr sur Goku. Et puis Norihito Sumitomo à la musique. Et les placements étaient plutôt dignes, on va dire, sur cet épisode. Et c'était vraiment un très très bon choix que d'avoir mis le thème de Golden Frieza de la série Dragon Ball Super sur la fin de cet épisode avec un enchaînement de plans, ça merci à la réalisation, entre justement l'arène qui se met en place et Frieza qui achève sa transformation. Donc également pour la bande son, très bonne bande son, donc je mets 16. Il n'y a pas eu de musique de folie durant l'épisode à part à la fin. Donc on va pas mettre une note supérieure à ça, et puis il n'y a pas eu non plus le déchaînement des seiyuu, mais 16 c'est vraiment une bonne note. Émotion, intensité, écoutez, il n'y a pas eu franchement 100 000 trucs à part à la fin de l'épisode avec le climax, donc je mettrai 14, parce que c'est un bon épisode, mais c'est un épisode de transition tout de même. Voilà en tout cas pour mes notes. Salut Sen, j'espère que vous vous portez bien, c'est parti pour mon avis et on commence direct avec le scénario qui me dit quoi ? Qui me dit qu'on a eu droit à un scénar qui m'a vraiment beaucoup plu de par sa richesse, sa fluidité, ses clins d'œil, son humour et son intensité. Si on y revient point par point, commençons par l'humour, il était vraiment présent et bien placé. Un Vegeta obligé de feinter et défendre Frieza, un Kulilin forçant le politiquement correct face à numéro 17, un Kame Sennin charismatique avec un point de chute sur sa non-maîtrise du Gokujutsu. Voilà, la danse de l'air, pour ceux qui savent pas. Un Whis annonçant avec le sourire la destruction de l'univers au KLM en cas de retard, l'humour de numéro 17, et même la taquinerie, certes violente, mais de Frieza et Goku qui frémissent de se revoir et se foutent sur la gueule, et plein d'autres choses. Et cette richesse s'en est ressentie car beaucoup de moments clés ont été vraiment bien menés avec même des clins d'œil à DB, DBZ. Les retrouvailles de numéro 17 et numéro 18, un Kame Sennin qui s'entraîne non sans nostalgie mais avec classe, la poignée de main de numéro 17 et Piccolo, le plan de Kitela, l'arrivée de Frieza, tout s'enchaîne brillamment et amène une intensité crescendo jusqu'au paroxysme lorsque Goku va chercher Frieza. Bref, tout était bon pour moi et ça fait vraiment plaisir, donc 16 sur 20. Animation, l'épisode était vraiment bon, franchement. Il y avait effectivement des plans moins garnis que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est bien mené et le travail opère vraiment bien. Les passages du Bankoku Bikulisho de Kame Sennin étaient bons, les plans choisis et effets utilisés pour le passage de Sidra et de Kitela également, mais on sent quand même que l'accent est mis sur la scène de la transformation de Golden Frieza qui pour ma part était vraiment grandiose. Les poses, ce rythme, cette intensité, ce jeu de lumière et d'aura, cette puissance, on a même la sensation de voir une transformation typique des Super Sentai ou Magical Girls d'époque, animée avec style par Karasawa. Et l'intensité qui en dégage, c'est juste magnifique. Donc, et surtout grâce à Frieza, je mettrai 16 sur 20. Réalisation,
On a encore beaucoup de choses intéressantes à la réal. J'ai adoré les décors, ça c'est clair et net. Bunsunmi était grandiose. Est-ce qu'on aurait là un spécialiste des décors nocturnes ? Bref, le retour du palais de Baba, d'intérieur ou d'extérieur, avec une perspective, dans la façon dont on le voit en plongée. L'arrivée des ennemis, le plan quasi de face qui amène cette profondeur démontrant un nombre d'ennemis colossal, le village, le passage de discussion par la pensée de l'U4 ou de l'univers 9, sans compter les nombreux gros plans 3/4 ou plans éloignés pour jongler adroitement entre l'intensité et la maîtrise de l'espace. Par exemple, faire un très gros plan sur le sourire malicieux de Kitela était très intelligent. Et alors la scène de fin avec Frieza appuie avec grandeur cette réussite. À l'animation s'ajoute un storyboard qui la complète parfaitement, où on enchaîne les plans de la construction du ring et les plans de Frieza, où la réalisation spatiale est sublime. On tourne à 360 degrés autour de sa puissance, on varie les plans et les angles pour mettre l'accent sur des détails importants pour terminer sur l'intensité d'un gros plan. Une réalisation qui pour moi vaut un beau 7 sur 20 aussi. La bande son, pour moi elle est venue sublimer l'épisode rien que ça. Quand les seiyuu sont bons et que chaque passage a droit à une musique, eh bien ça renforce ton immersion. Et là c'était ça. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de la bande son, mais pour définir parfaitement mon ressenti, prenez la scène de fin et écoutez le thème employé. T'es plongé dans le frisson et l'effroi et tu ne cesses de te dire mais qu'est-ce qui va se passer bon sang. Donc dans la même lignée, c'est un 16 sur 20 également. Et niveau intensité émotion, eh bien quand on a droit à ce parfait mélange, ça donne un bon épisode qui donne de bonnes vibes. La hype est au paroxysme, l'épisode m'a accroché, m'a vraiment tenu en haleine. L'approche du début du tournoi qui n'a jamais été aussi proche, qui vient à être perturbé par le plan de Kitela et Sidra, où Frieza veut se déchaîner, les passages de Piccolo au numéro 17 se serrent la main, autant de choses qui m'ont mis les frissons. Et la fin de l'épisode, encore une fois, qui te partage entre le stress de te dire « Mais dépêche-toi !» À quoi se met l'intensité de voir Frieza en tant que coéquipier où tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il va faire ce Frieza ?» Et tout ça, ça te tue sur place lorsqu'il fait exploser sa divine puissance. T'en restes bouche bée, tu profites, j'étais juste ravi de cet épisode, donc 17 sur 20 niveau émotion intensité. Voici donc la place de cet épisode 94 de Dragon Ball Super qui a été diffusé dimanche 11 juin sur Fuji TV. Pour un épisode de transition, c'est plutôt de bonnes notes. Et on peut aussi noter que cet épisode 94 a récolté 6,3% en audience et remonte donc de 0,7% et dépasse One Piece cette semaine. Ça c'est assez ouf pour le noter car Dragon Ball Super est toujours moins haut que One Piece généralement dans le classement, dans le top 10 des animés les plus vus au Japon. Et là Dragon Ball Super dépasse One Piece pour une fois, car évidemment One Piece en ce moment c'est des épisodes un peu longués et pas super bien animés non plus. Et là Dragon Ball Super avec le retour de Frieza fait un retour vers les 6% d'audience, ce qu'il n'avait pas fait depuis 13 épisodes, depuis le début de l'arc survie de l'univers. Voilà pour cette analyse d'épisode, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans cet épisode et qu'est-ce que vous attendez pour le prochain épisode. Pensez-vous qu'il va se passer quelque chose avec Frieza? Va-t-il rejoindre l'univers 7 en toute quiétude ou va-t-il y avoir un gros problème avec lui? Et est-ce que l'univers 7 va être en PLS? Dites-le nous dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de nous soutenir en partageant la chaîne et en likant, c'est très important pour nous. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Matane.